à nos abonnés, à tous les internautes qui nous suivent. Bienvenue donc à la 11e édition du Camtel Digital Talk. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu le remarquer sur la communication qui a été faite à cet effet, nous allons parler de l'avenir du commerce en ligne au Cameroun. Pour nous accompagner durant cette heure, nous avons l'insigne honneur d'avoir 4 panélistes de haut vol qui, au quotidien, sont confrontés à cette problématique de développer le commerce électronique au Cameroun. Sans plus tarder, je m'en vais les présenter. Honneur aux dames, on va être galant. Elle est un peu ce que j'appellerais la Jeanne d'Arc. C'est une combattante du Made in Cameroun. Elle est présidente d'Asenia. Karine Andela, c'est son nom. Bon après-midi, Karine. Merci. Bon après-midi à tout le monde. À côté de Karine Andela, nous avons une des pionnières des sites de e-commerce au Cameroun. Elle est la patronne de vuesur.com, Alvin Andou, épouse Choupo. Bon après-midi, Alvin. Oui, bon après-midi, Lionel. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère qu'on aura un échange assez instructif pour tous ceux qui nous écoutent. Merci, merci également. À côté de cette dame, il y a des hommes. Il faut quand même assurer la parité. Il est aujourd'hui promoteur d'une plateforme de vente de meubles en ligne, Aniclo. Il a été connu en étant CEO de la plateforme Kerawa. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Nino Japko. Bon après-midi, Nino. Bon après-midi, Lionel. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère que nous aurons des débats enrichissants. Merci, merci également. Et pour terminer, nous avons le patron d'un moteur de recherche qui, depuis quelque temps, fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'il met en avant tout ce qui est l'agro-business. Il met en relation acheteurs, cultivateurs et autres. C'est le patron dans le Djangolo, Bertrand Fofé, depuis les Pays-Bas. Bon après-midi, Bertrand. Bon après-midi, Lionel, et bon après-midi à tous ceux qui nous suivent. Merci encore à Camtel pour l'opportunité. Je pense que c'est ce type d'initiative qui permettra de faire que les choses décollent beaucoup plus rapidement, quoi. Voilà. Merci, Bertrand. Il pourra nous rejoindre. C'est un peu l'invité surprise du panel pour parler un peu en quelques mots de la partie FinTech qui est forcément liée à tout ce qui est plateforme de e-commerce. C'est Cédric Katangana. Il a juste un contretemps. Il a un rendez-vous avec un gros investisseur en ce moment. Donc, dès qu'il finira, il pourra nous rejoindre et peut-être donner son mot à la contribution des FinTech sur l'avenir du commerce électronique. Donc, sans plus tarder, comme à l'accoutumée, notre webinaire se fera en 2 parties. La première partie, qui est la partie échange, permettra dans nos panélistes de donner leur point de vue en 5-7 minutes sur la thématique de la journée. Et enfin, nous ouvrirons la partie questions-réponses à vous, les abonnés, les internautes qui nous suivez, qui voudraient avoir plus d'informations, être plus édifiés sur les enjeux du commerce électronique au Cameroun. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer le kick-off de la 11e édition du Camtel Digital Talk. Vuesur.com, on parle de commerce en ligne, quel est l'avenir du Cameroun? Alvin, depuis quelque temps, je te frotte à l'environnement camerounais, qui n'est pas du tout évident, surtout en ce qui concerne le commerce en ligne. Quel est ton point de vue? Est-ce que le commerce électronique, le commerce en ligne a de l'avenir au Cameroun, toi qui es déjà dedans depuis quelque temps? Nous t'écoutons. Merci encore, Lionel, pour cette opportunité que tu nous donnes en fait de pouvoir nous exprimer sur ce que nous faisons au quotidien. Donc, pour commencer, je vais déjà rappeler un peu ce que fait Vuesur, ce que je fais depuis depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Vuesur, en fait, c'est un facilitateur d'achat à l'étranger qui permet aux Camerounais de commander sur les sites Internet étrangers comme Amazon, Alibaba, eBay et autres, et d'être livré au Cameroun. Donc, nous gérons aussi bien le paiement que la livraison. À côté de cela, j'ai aussi créé il y a quelques temps
une plateforme appelée Vue sur Market qui permet en fait de répertorier les produits made in Cameroun et de permettre leur achat et leur livraison aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger. Et enfin, il y a un dernier pan sur lequel je travaille, c'est celui de la logistique. Nous avons créé un facilitateur logistique qui s'appelle AfriRelais, qui en fait agrège les points relais et agrège aussi les différents transporteurs pour faciliter et améliorer en fait la qualité de la livraison au Cameroun. Donc, c'est vraiment une thématique très, très intéressante et j'ai tout de suite dit oui parce que ça fait déjà plus de 5 ans que comme je le disais, que je suis dans le domaine et je pense que la force de l'expérience parle. Ce n'est pas seulement de la théorie que j'ai, mais j'ai vraiment plusieurs données pratiques. Donc, déjà, je vais être vrai. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le e-commerce, c'est l'avenir en fait du Cameroun. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes encore que nous devons franchir pour pouvoir arriver à ce postulat. Donc, par exemple, en fait, ce qui est déjà très intéressant, c'est que les Camerounais sont de plus en plus aware au e-commerce et sont de plus en plus ouverts pour pouvoir acquérir des services et même des services et des biens en ligne. Mais le gros problème, je pense que nous avons, c'est le problème du paiement à la livraison. Et je pense que l'erreur que des pionniers ont fait, je ne veux pas citer des noms, l'erreur que des pionniers ont fait, c'est de ne pas éduquer en fait le consommateur. On aurait dû arriver et éduquer les consommateurs et les faire payer totalement en ligne avant d'être livrés. Mais beaucoup sont arrivés en disant non, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique, il faut qu'on touche, que le client puisse toucher avant de pouvoir acheter. Et c'est une grosse erreur parce que pour moi, ce n'est plus du e-commerce. Si on permet à quelqu'un de cliquer et commander 100 items, et de choisir finalement et d'en retourner 98 sans paiement, c'est un gros problème. Donc, je pense que le premier, comme je disais, le premier souci, c'est vraiment le paiement. Donc, c'est à nous, justement, les pionniers, d'éduquer les consommateurs. Et c'est ce que Vusure fait depuis 5 ans. Chez Vusure, on paye en amont. C'est-à-dire que voilà, on paye et après, on reçoit l'article. Après, on reçoit les articles. Et aujourd'hui, ça marche parce que tous nos clients, les clients payent des gros montants, même par mobile money, et ils nous font confiance. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut éduquer les clients et aussi les pousser vraiment à faire confiance aux acteurs. Donc, je pense que c'est vraiment le premier point. Je pense qu'il faudrait améliorer pour pouvoir dire que le e-commerce sera l'avenir, sera en fait un pan très important au Cameroun dans 10-15 ans. Ensuite, le deuxième point, je pense, c'est la régulation. Je pense qu'on a vraiment trop de régulation. Je me souviens, j'ai participé en 2018, pardon, au programme eFounders d'Alibaba. Et là-bas, ce qui m'avait touché en Chine, c'est que il nous avait expliqué que le gouvernement les laisse essayer pendant de nombreuses années. La régulation vient seulement après. On promeut l'entrepreneuriat, on pousse les gens à créer des entreprises et on ne les freine pas avec la régulation. Au contraire, ils sont même des acteurs importants quand il s'agit d'écrire la régulation. On appelle justement les chefs d'entreprise et autres. Donc, ce n'est pas un frein. Au contraire, voilà, vraiment, le gouvernement veut pousser les gens à entreprendre et laisse 5-10 ans de développement avant de venir écrire la régulation avec ces derniers. Donc, je pense que ça aussi, c'est un point qui sera crucial. Si on veut vraiment faire du e-commerce un enjeu majeur au Cameroun, il faudra laisser les gens implémenter, innover et la régulation doit venir bien après. Et le troisième pan ici que je retiens, et ce sera le dernier, c'est la logistique. Encore une fois, Ouais. les gens aiment la livraison en main propre. Pourtant, c'est quelque chose de très, très compliqué ici au Cameroun. C'est-à-dire que voilà, on t'appelle, OK, je suis au bureau, viens me livrer. Quand tu arrives au bureau, la personne n'est plus là, son téléphone ne passe pas. Tu te retrouves à revenir une deuxième fois, une troisième fois, et vraiment, ce n'est plus intéressant. On perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent. Et aussi, l'adressage est très compliqué. Donc, c'est beaucoup de tractation. C'est pour ça que moi, je pense vraiment que l'avenir viendra, la vérité viendra en fait de la livraison en point relais, d'une livraison totalement digitalisée où on reçoit toutes les notifications et on part juste chercher son colis. Pour cela aussi, encore, le gouvernement a sa part à faire
nous laisser tester, implémenter avant de venir nous donner des gros agréments de montants faramineux à payer. Donc, je ne sais pas qui nous écoute, mais j'espère que c'est un message qui passe. On doit vraiment laisser les entrepreneurs tester. On paye nos impôts, on emploie des jeunes. Il ne faudrait pas qu'on vienne encore nous couper les herbes sous le pied avec des agréments, avec une régulation en n'en pas finir. Donc, voilà un peu ce que je pense sur le sujet, Lionel. Et voilà, je pense que peut-être mes collaborateurs, mes collaborateurs panélistes ont d'autres choses à ajouter. OK, merci Alvin. On retient un triptyque. Éduquer par rapport au paiement en ligne, la régulation qui doit être plus flexible et la logistique qui est un véritable problème au Cameroun. On sait que certains se sont cassés le nez dans le e-commerce et sont repartis du Cameroun parce que l'adressage n'est pas évident. Les problématiques de transport, de livraison sont encore problématiques. Mais il y a des opportunités, il faut juste s'adapter au marché local. Tu as bien parlé de vue sur l'expérience depuis 5 ans des produits d'ailleurs qui sont sur ta plateforme. Mais à côté de ça, il y a des produits aussi made in Cameroun. Et il y a une actrice aujourd'hui qui fait la promotion. Alors, dès que je te connecte sur Facebook, tu vois Karine Ambela. Elle va te faire la promotion d'un produit, d'une huile, d'un savon, d'un jouet, d'un ballon made in Cameroun. Alors, ça m'amène à te poser la question, Karine. Toi qui es un peu la Miss Made in Cameroun, quel avenir pour le commerce en ligne, pour les produits made in Cameroun, de ton point de vue? You have the floor. Allô? Oui, nous t'écoutons. Je recevais un appel là qui bloquait. Okay. Merci de me donner la parole. Alors, j'ai écouté Alvin, très bien, très bel exposé. Et effectivement, les points qu'elle a... J'espère que vous m'écoutez. On t'écoute, on t'écoute. OK. Les points qu'elle a soulignés, effectivement, c'est plusieurs problèmes au niveau de la... Je vais même dire de l'évolution. Parce que si on n'arrive pas à résoudre ces différents points-là, je pense que pour le e-commerce, ça sera un peu difficile. Alors, moi, je vais aller en profondeur en disant, il y a de cela 5 ans, 4 ans, j'ai décidé de promouvoir les produits camerounais, vous le savez. Et en voulant faire cette promotion-là, c'est-à-dire quand je dis promotion, je vais même dire vente des produits locaux, mais je m'étais heurtée sur plusieurs choses, ça veut dire les entrepreneurs étaient un peu dispersés. On ne connaissait pas qui est qui. Il fallait mettre la main sur les vrais entrepreneurs, sur les bons entrepreneurs qui font de très bons produits. Je pense que vous le savez, je suis présidente fondatrice de l'association Asenia. Et je pense qu'à partir de cette plateforme associative, petit à petit, on a commencé avec 10 entrepreneurs, 20, 30. Aujourd'hui, nous sommes des centaines, près de 300. Pourquoi il fallait le faire? Parce qu'effectivement, les Camerounais, je ne sais pas comment expliquer ça, ils ne se mettent pas ensemble. Donc, on essaye de les mettre ensemble, on essaye de nous regrouper parce qu'ailleurs, c'est ce qui se passe. Pour avoir peut-être une filière comme peut-être l'agroalimentaire, la cosmétique, textile, cuir, il suffit d'aller dans des sites Internet. Si vous tapez, vous allez voir, on va vous montrer des associations qui font essentiellement sur tel point, essentiellement sur tel point. Alors, comme au Cameroun, il y a encore du méli-mélo, on s'est dit, il faut faire une association qui va regrouper juste ceux qui font des marques camerounaises, quelle que soit l'initiative, quel que soit le secteur d'activité. Donc, voilà donc où est né le projet Asenia avec des jeunes. Et maintenant, il fallait résoudre aussi, entre autres, s'il fallait faire la promotion et pour vendre ces produits-là, comment nous allons résoudre? Parce que les entrepreneurs, on ne les voit pas. D'autres même négligeaient ces réseaux sociaux ou alors le e-commerce dès le départ. Comment il fallait arriver à convaincre ces entrepreneurs? Nous avons fait des forats, des séminaires, des salons, etc. Déjà pour les sensibiliser pour la qualité du produit. Parce que le Camerounais, le consommateur camerounais est très exigeant. Non seulement il est très exigeant, il est aussi exigeant sur le rapport qualité-prix. Ça veut dire un très bon produit, mais à un très bon prix aussi. Donc, tout cela, il fallait arriver vraiment en consensus avec les entrepreneurs pour leur dire, petit à petit, vos produits sont peut-être bien,
D'autres même sont pas assez bien, mais vos prix ne sont pas pour la bourse camerounaise. Je dis que c'est tout, vous ne pouvez même pas imaginer, c'est tout un travail de fond. Parce que si on veut réussir le e-commerce, il faut déjà d'abord que ce premier palier-là, parce que pour moi, c'est la première marche pour réussir dans le e-commerce. La première marche, c'est d'abord de fédérer ces acteurs-là, discipliner et organiser ce secteur-là. C'est effectivement là où l'État et la société civile doivent intervenir, parce que le secteur privé, pour qu'il devienne professionnel ou alors pour qu'on organise, c'est-à-dire pour qu'on arrive à se dire que ici, voici ceux qui font ceci, voici ceux qui font cela. Il faut bien que l'État et la société civile, c'est qui? Les consommateurs. Les consommateurs ont besoin, par exemple, je vais dire quoi, des chips, voilà, des chips labellisés, au lieu de peut-être prendre des chips en route qu'on ne sait pas où la maman a, ou la grande, je ne sais pas, que la personne a fait ses chips, on ne sait pas où elle a tourné ces chips-là. Alors, mais avec l'organisation et l'harmonisation des choses, on saura que ces chips sont faits peut-être au quartier Ekounou et c'est emballé avec tel packaging qui vient de tel machin et c'est vendu dans tel point, tel point, tel point. Je ne sais pas, vous, j'essaie un peu de vous montrer tous les problèmes qu'il fallait remonter petit à petit. C'est vrai, c'est pas encore fait, mais je pense que tous les acteurs, maintenant ceux du secteur e-commerce comme Alvin, Bertrand, que je suis en train d'interpeller, ce n'est pas seulement un problème où c'est l'association Asenia qui doit résoudre, c'est tous les acteurs autour, c'est-à-dire que ce soit la société civile, que ce soit vous les privés, même l'État qui doit se mettre ensemble pour dire maintenant, voici on va communiquer comme ça, voici on va s'organiser comme ça et voici comment nous allons avancer. Parce que si on ne commence pas par ce travail de fond, croyez-moi, vous avez vu des personnes, je vais dire des structures qui sont venus se casser la gueule au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des Camerounais qui veulent des produits locaux. Moi, je vais vous dire, il y a aussi un autre point parce que il faut parler bien de cela. C'est la crédibilité derrière la personne ou le produit. C'est-à-dire la personne qui vend le produit ou la structure qui vend le produit. On aimerait bien, les Camerounais ont été tellement, je vais dire comment là, traumatisés même par certains de leurs frères qui au départ, vous dites, voici un produit, ils vous vendent un produit, et à l'arrivée, ce n'est pas un bon produit, ils vous vendent n'importe quoi, et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a dans le problème où Alvin disait que les Camerounais ne veulent plus donner à 100% leur argent. Mais je vais vous dire, moi, seul, par peut-être mon nom, je ne sais pas si c'est peut-être un avantage, par mon nom, n'importe qui me fait confiance, qu'il soit député, maire, homme d'affaires, même quelqu'un qui au quartier dit, ma grande sœur m'a passé votre numéro, vous êtes Karine Andela, je vous fais confiance, voici 150 000, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Peut-être c'est la crédibilité de mon nom, mais c'est pour vous montrer à quel point les Camerounais peuvent payer tout à la base, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir vu le produit, mais il faut savoir communiquer derrière, il faut savoir communiquer, savoir donner confiance et surtout aussi, je vais dire comment, résoudre ce problème de... je vais dire de la transparence, parce qu'il n'y avait pas au départ de transparence. Nous tous, nous connaissons nos mamans, nos aînés qui ont fait des produits made in Cameroun il y a 30 ans, il y a 20 ans. Oui, le produit pouvait arriver, je vais dire, chez toi, où tu as commandé, ou dans ton bureau. Après, il y a les charançons, après, il y a peut-être les fourmis, les cafards. Ce n'était pas bon du tout. Donc, c'est ça qui a décrédibilisé le Made in Cameroun dès le départ. Mais aujourd'hui, le mouvement que nous lançons aujourd'hui, vraiment, c'est sensibiliser déjà les personnes à comprendre que nous ne sommes plus dans l'antiquité du Made in Cameroun. Nous sommes dans le renouveau. Et le renouveau a besoin que toutes les couches sociales déjà du Cameroun comprennent déjà la valeur que nous voulons apporter du Made in Cameroun. Nous organiser, oui, l'État, les sociétés privées, Bertrand, Alvin, tous ceux-là qui ont des sociétés qui tournent autour du e-commerce à la base doivent comprendre que nous devons nous mettre d'abord ensemble pour organiser, pour savoir que voici un produit qu'on doit positionner. Ça ne serait pas je vais dire comment, ça c'est même du lobbying. C'est aussi pour amener la concurrence. Ça veut dire un entrepreneur qui sait que tel jus a été positionné parce qu'effectivement, ça a une valeur, c'est un très bon jus. Cet entrepreneur ne vend pas du feu, ne vend pas ce qui est, je vais dire, vend ce qui est de bonne qualité. Alors, le reste des entrepreneurs de son secteur seront obligés de s'aligner, de s'arrimer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et là, les consommateurs camerounais
africains même, parce que moi, je vous dis, on m'écrit depuis même l'Afrique pour vendre des produits camerounais. Vous pouvez vous imaginer, c'est tout un engrenage qu'il faut, je vais appeler comment, pour organiser. Le mot organiser vient parce que c'est ce que je vis tout le temps. Donc, voilà un peu quelques petits brefs que je pouvais souligner pour les problèmes liés vraiment au démarrage. Mais le e-commerce, pour moi, ça a beaucoup d'avenir au Cameroun. On a on a un centre d'attraction et il faut le savoir par rapport à nos produits. L'innovation que le Made in Cameroun apporte, croyez-moi, ceux qui auront misé sur le Made in Cameroun aujourd'hui ne regretteront pas demain. Ok, merci beaucoup, Karine. C'était poignant et édifiant. Moi, je retiens deux choses. L'organisation. Il ne faut pas que les acteurs, dont les porteurs de plateformes, l'État, s'isolent des acteurs, des producteurs locaux. Il faut s'organiser, structurer l'industrie locale pour qu'elle soit plus visible sur les plateformes et que derrière, il y ait de la confiance. La confiance dont Alvin, tu l'as si bien dit, parlait, de permettre à ce qu'un usager, un consommateur puisse acheter son produit en ligne et ne pas avoir peur que le produit rendu, livré, ne soit pas de bonne qualité. Donc, il y a ce travail de fond qu'il faut mener. Et ça m'amène à parler au troisième, tu as parlé d'innovation. Il y a depuis quelques semaines une innovation qui est en ligne, s'appelle Aniclo. Elle met en relation des menuisiers pour promouvoir leurs produits. C'est aussi du Made in Cameroun. Il est avec nous aujourd'hui le patron de cette plateforme, Nino. Ton point de vue sur le sujet? Ok, merci Lionel de me passer la parole. Donc, concernant l'avenir du e-commerce au Cameroun, c'est vrai que ça fait déjà depuis 2009 quand même que je suis dans le e-commerce. Bon, c'est vrai que je n'ai pas commencé totalement au Cameroun. Avec Kerawa notamment, j'ai envie de dire, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ça n'a pas été facile. Ça a été loin d'être un long fleuve tranquille. Avec Kerawa, il y a eu beaucoup de hauts, il y a eu beaucoup de bas aussi. Et au final, ça n'a pas marché comme je voulais. Et comme tu as dit, donc, depuis 2-3 semaines environ, j'essaye une nouvelle initiative qui s'appelle aniclo.cm. Donc, l'idée, c'est de vendre du mobilier en ligne. Voilà. Alors, quand on dit vendre du mobilier en ligne, ce n'est pas forcément directement acheter, etc., mais c'est plutôt dialoguer, échanger, proposer un catalogue en ligne. Donc, moi, concernant le e-commerce, j'ai presque envie de dire que ma deuxième expérience montre que je reste plutôt optimiste. Parce que je me dis, on est dans la phase dont Alvin parlait de son expérience en Chine. On est dans la phase où on essaye des choses et ce sera peut-être plus long qu'en Chine. On espère que ce sera plus court. Ce sera peut-être différent de la façon dont ça se passe en Chine parce qu'on n'a pas le même écosystème. On n'a pas les systèmes de paiement très, très efficaces dans tout ce qui est paiement en ligne. On a des systèmes mobile money de transfert d'argent. Mais par rapport au paiement, voilà. Il y a une étape supplémentaire qui n'est pas nécessairement faite. La première chose que je pense, c'est que de ce que je vois, le e-commerce au Cameroun ne sera pas forcément adapté à tous les secteurs. Il y a certains secteurs pour lesquels ça peut marcher, comme l'habillement, l'électronique, peut-être le mobilier. Donc, j'essaye, on verra bien. Mais je pense qu'il y a d'autres secteurs où c'est un peu plus compliqué parce que le poids historico-culturel fait qu'on a une façon de faire le commerce. Déjà, par exemple, l'agroalimentaire. Je me dis, par exemple, moi, personnellement, j'aurais du mal à acheter un produit que je vais consommer en ligne. Voilà, simplement. Ça peut arriver des fois, rapide, à emporter, etc. Mais dire que je vais faire les courses de la maison en ligne, je ne sais pas encore trop. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a des secteurs qui marcheront plus que d'autres. Maintenant, c'est à nous, entrepreneurs, de les trouver. La deuxième chose que je dirais, c'est le taux de pénétration Internet. Il faut dire que pour le moment, je crois qu'on est entre 25 et 30% de taux de pénétration. Je sens que c'est entre 4 et 5 millions d'internautes. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est peut-être un gros chiffre, on parle de plusieurs millions, mais par rapport en général à des taux de transformation dans le e-commerce qui sont autour de 1% à peu près. Donc, ceux qui sont très, très bons, les gens comme Amazon, sont autour de 3% de taux de transformation. Donc, pour 100 visiteurs sur votre site, vous aurez une seule personne qui achète. Donc, voilà. Et sachant que tous les 5 millions d'internautes camerounais ne seront pas visiteurs de votre site, vous en aurez peut-être 100 000. Donc, c'est pour vous donner un peu ce taux de pénétration aujourd'hui.
Michel. peut ne pas être très attractif pour que nous soyons plusieurs acteurs dans l'écosystème. C'est ça le truc. Donc, le nombre d'internautes va réduire le nombre d'acteurs mécaniquement par le jeu de la concurrence, par le jeu de qui a les meilleurs process, qui a les meilleurs produits, etc. Les autres seront naturellement éjectés. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait être encouragé, par exemple, par l'État, par le gouvernement, en montrant par l'exemple. Parce que, Alvin en a parlé, il y a aussi ce côté éducation, qui est peut-être un bien grand mot, hein, mais j'ai envie de dire habitude. Il faut que les gens prennent l'habitude de consommer en ligne. Alors, c'est vrai que, et Karine l'a bien dit, il y a le côté confiance. On peut trouver de mauvais produits en ligne, on peut se faire abuser, on peut, etc. Bon, je vais peut-être parler là en tant qu'entrepreneur, mais ça arrive même au marché Mokolo, même au marché Nokoti. Ce sont les choses qui arrivent malheureusement. Alors, personne ne les souhaite. Mais moi, ce que je regarde, c'est est-ce que ça arrive plus en ligne que dans le commerce physique? Si ça arrive pareil, je n'ai pas de raison de ne pas faire confiance au commerce en ligne. Parce que de toute façon, c'est la même expérience. J'ai une expérience à 90% au marché Mokolo. J'ai une expérience à 90% en ligne. C'est la même chose. Je vois pas de différence. Maintenant, on a tendance à surjouer, je comprends, la mauvaise expérience du commerce en ligne parce que ce ne sont que des internautes qui s'en plaignent, évidemment. Ceux qui se font arnaquer au marché Mokolo, on ne les voit pas, on ne les entend pas. On a l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y en a aussi. Maintenant, donc, par rapport à un système comme ça, il faut voir qu'est-ce que je gagne à acheter en ligne. Évidemment, qu'est-ce que je perds. Donc, c'est toujours un équilibre. Vous n'allez jamais gagner 100% et perdre 0%. C'est jamais vrai. Quand vous gagnez quelque chose, vous perdez un peu quelque part. L'idée, c'est que le solde soit positif pour vous. Donc, moi, je reste quand même convaincu que malgré tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le commerce en ligne, je dis ça parce que j'ai vu le commerce en ligne se mettre en place en France. C'est-à-dire que j'y étais les années 2002-2003. Quand j'en discutais avec mes camarades d'école, on était convaincus que c'était impossible d'acheter un vêtement en ligne parce qu'il fallait absolument l'essayer avant de l'acheter. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent des vêtements en ligne sans les avoir essayés. Donc, les choses peuvent changer. Par contre, ça peut prendre 4 ans en France pour changer, ça peut prendre 15 ans chez nous. Bon, voilà, chacun a sa réalité. Autre chose que je voulais dire aussi, par rapport au commerce en ligne, c'est le financement. Alors, soit le financement, j'ai envie de dire, soit la problématique de la logistique. Parce que ça coûte très cher de livrer chez nous. Pour différentes raisons. Déjà, Alvin en a cité quelques-unes. Les clients qui ne sont pas là, les routes qui ne sont pas bonnes, l'adressage qui n'est pas clair. Quelqu'un peut vous indiquer un endroit en disant, vous arrivez là, vous tournez devant l'arbre, ensuite vous descendez tout droit. Vous n'êtes pas sûr que vous allez arriver. Donc, ce qui peut prendre 10 minutes ailleurs peut facilement vous prendre 2 heures chez nous. Et 2 heures de votre collaborateur qui part livrer et qui n'est pas revenu, ça a un coût. Ça a un coût qu'il faut que quelqu'un paye. C'est ça le truc. Donc, soit l'entreprise paye parce qu'elle est financée, et ça, c'est une vraie problématique, soit c'est le client qui paye et le produit devient plus cher. Voilà. Et donc, soit il y a un système d'aide ou de compensation mis en place par une structure, ça peut être des banques, ça peut être l'État, ça peut être des réductions d'impôts, que sais-je. Soit, justement, les produits en ligne auront un peu de mal à se positionner parce que livrer, c'est compliqué. Ça ne se voit pas forcément côté client, mais livrer, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est déjà compliqué ailleurs où les systèmes sont plutôt bons, les routes sont bonnes, etc. C'est déjà un vrai travail. Bah, chez nous, c'est encore pire. Et la dernière chose sur laquelle je voudrais insister, qui pourrait, à mon sens, permettre vraiment l'éclosion du commerce en ligne, c'est l'exemple. Donc, je vais vraiment insister dessus, c'est l'exemple. On a beaucoup d'acteurs. Ça peut être des acteurs étatiques, ça peut être des acteurs financiers, des acteurs culturels, des acteurs sociaux. Il faudrait qu'on fasse plus de choses en ligne pour que les gens, en fait, enlèvent de leur tête cette peur que faire du commerce en ligne, c'est un peu comme si, finalement, on ne fait pas du commerce avec des Camerounais. C'est un peu comme si c'est des extraterrestres. C'est-à-dire, on a plus peur en ligne que dans la vie, et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes personnes. Donc, mais bon, la peur est là, donc il faut qu'on la traite, il faut qu'on la résolve. Et pour moi, ça passe simplement aussi par l'usage récurrent
l'usage permanent d'Internet par tous ceux qui le peuvent, notamment tous les donneurs d'ordre, par les grandes entreprises, par exemple. Mais si on veut vraiment faire une politique nationale, il faudra évidemment que l'État le fasse parce qu'il est le seul à pouvoir le faire dans l'intérêt général. Une entreprise, malheureusement, n'a pas à utiliser le e-commerce si ça ne lui rapporte pas d'argent ou si elle n'y trouve pas un intérêt. Elle n'a aucune raison de le faire et ça, c'est normal parce que c'est une initiative privée. Maintenant, si on voit que pour le pays dans son ensemble, il est nécessaire que ce secteur-là se développe, et quand je parle d'e-commerce, je ne parle pas seulement d'habillement ou d'électronique, on peut faire de la santé en ligne, on peut faire de l'éducation en ligne, ça peut bénéficier à beaucoup de personnes qui sont dans les zones un peu reculées, mais qui arrivent peut-être à avoir accès à Internet. Bah, il faudrait qu'il y ait l'acteur qui s'occupe de l'intérêt général, qui prenne part à ça et qui se disent, OK, comment je peux accompagner ce secteur-là, mais de manière effectivement plus j'ai envie de dire, comment je vais dire ça, plus objective, plus directe. Et je suis d'accord totalement avec Alvin, pas en régulant à l'excès, pas en transformant des gens qui sont des PME où ils sont encore une dizaine ou une vingtaine, en leur demandant de devoir souscrire à des agréments extrêmement coûteux, extrêmement pénibles, extrêmement administratifs de toute façon. Une start-up, lui demander ça, c'est presque la condamner à mort. Parce que nous, en tant que petit, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de faire ce genre de choses. Voilà, on vit quasiment au jour le jour, au mois le mois, on va dire. On n'a pas le temps de s'asseoir pour faire un dossier administratif et d'attendre une réponse dans les 6 mois, 1 an. On n'a pas ce temps, on ne peut pas. Donc, il faut que l'acteur, l'État, joue le jeu d'accompagner vraiment. De peut-être regarder, j'ai envie de dire, il faut sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu sans frapper tout le monde aveuglément. C'est ça le truc. Parce que finalement, on régule parce qu'il y a une personne qui a merdé. Mais vous n'allez pas mettre toute une population en prison parce qu'il y a un voleur parmi. Ça ne se fait pas. On le recherche lui et on le punit lui. Or là, des fois, on a l'impression que l'État se dit « je vais punir tout le secteur ». Alors qu'il y a plein d'acteurs, comme Karine l'a dit, à qui plusieurs personnes font confiance, qui n'ont pas de problème. Je pense à Bertrand, je pense à Alvin, je pense à d'autres, qui n'ont pas de problème de confiance, qui fonctionnent très bien et qui vont se voir avoir une épée de Damoclès sur leur tête, ayant un agrément. Et j'ai envie d'insister sur quelque chose aussi, pardon, puisqu'on nous donne la tribune, j'en profite. Ouais. J'ai vu que dans la nouvelle loi des finances, je pense qu'il y a des incitations, j'ai cru lire, pour promouvoir l'économie numérique. Alors, je regrette juste, alors je n'ai pas le fond de comment ça s'est fait, mais aller lire, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des entrepreneurs de l'économie numérique qui y ont participé. Parce que moi, je lis beaucoup de choses générales. J'ai rien vu de spécifique au numérique. Le fait d'être dans un centre de gestion agréé, ça concerne n'importe quelle entreprise. Le fait d'être dispensé de patente, ça concerne n'importe quelle entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui est spécifique au numérique? Je n'ai pas vu. Donc, c'est un peu dommage des fois. Bon, j'espère que l'avenir me donnera tort. C'est un peu dommage d'avoir des dispositifs comme ça, faits pour un secteur en particulier, et où les responsables ou les parties prenantes de ce secteur n'ont pas l'impression de retrouver ce qu'eux, ils attendaient. Donc, voilà. OK. Merci, Nino. Je retiens donc 4 facteurs essentiels pour que derrière le commerce électronique soit un avenir plus radieux au Cameroun. Il y a le choix du secteur qui est très important. Ce n'est pas tous les secteurs qui sont voués à aller sur du commerce électronique. Le taux de pénétration qui est quand même croissant, mais qui méritait quand même encore avoir un nombre encore plus grand pour que derrière le marché soit plus intéressant et plus consistant. 4e facteur que j'ai noté, c'est le financement, qui est important. Et enfin, le 4e, c'est la volonté politique, l'accompagnement, la création d'un cadre pour que derrière les acteurs du numérique, qui sont pour la plupart à la base des startups qui sont voués à grandir, qu'il y ait un cadre qui puisse vraiment les accompagner pour pouvoir s'exprimer. À côté de ça, il y a un secteur d'activité dont on ne parle pas. D'habitude, quand on dit commerce électronique, on pense à l'agriculture, à l'élevage et autres. Mais pas en disant on les met en lumière. Ils sont souvent en bac,
C'est plus les produits agro-cosmétiques qui sont plus les stars souvent de ce qu'on appelle commerce électronique. Mais il y a quelqu'un qui a pris le pari de créer quand même un moteur de recherche pour mettre en relation, créer dans ce cadre d'échange, de transactions entre paysans, cultivateurs, éleveurs, acheteurs, grossistes et autres. C'est la plateforme Djangolo. Il est avec nous aujourd'hui. Bertrand, ton mot par rapport à ça, il y a quelques temps, tu étais au Cameroun pour toucher du doigt les réalités par rapport à ton application Djangolo. Quel est ton point de vue par rapport à l'avenir du commerce électronique au Cameroun, du point de vue agro-business, bien évidemment? Oui, merci Lionel. Donc, alors, c'est vrai qu'on a touché plusieurs aspects. On a parlé du commerce, de e-commerce de façon générale. Ensuite, il y a le e-commerce local. Et puis, je crois que Karine aussi a abordé un peu les choses dans le sens de la qualité justement des produits locaux. Et je pense que c'est beaucoup plus dans ce volet e-commerce des produits locaux, en fait, quoi, que je vais beaucoup plus, en fait, c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir. Peut-être avant ça, c'est important de rappeler à ceux qui nous regardent, en fait, justement, un petit peu, rapidement, ce que c'est que Djangolo. Donc, au départ, en fait, on crée la plateforme pour résoudre un problème qui est africain. C'est-à-dire qu'en Afrique, de façon générale, les producteurs perdent entre 30 et 40% de leur production entre la fin de la récolte et entre le moment de la récolte et la fin des ventes. Donc, et ça, c'est le problème, en fait, qu'on a essayé de résoudre, en fait. C'est le problème qu'on a choisi d'attaquer, en fait. Donc, et les 4 dernières années, ou plutôt les 6 dernières années, parce que l'entreprise est enregistrée il y a 4 ans, mais en fait, le projet lui-même a démarré il y a 6 ans. Donc, on est passé on a eu plusieurs étapes. On a commencé par une étape une étape pilote un peu, où on a créé une ferme avicole dans laquelle on a produit des poulets. Et ensuite, on a créé un logiciel qui permet donc de gérer des fermes avicoles. À partir de là, on a démarré, je crois que c'était en 2016, fin 2016 en fait, un site internet où on commercialisait du poulet en fait, les poules sur pattes et le poulet déjà nettoyé. Donc, et en fait, c'est une suite logique parce que après avoir, puisqu'on veut résoudre, on a en tête de notre priorité, c'est de résoudre ce problème de perte post-récolte. On s'est rapidement rendu compte que le producteur qui fait 45 jours pour avoir son poulet, en général, il a pour environ 100 francs, ou 100 francs, 200 francs de marge bénéficiaire, pendant que l'intermédiaire se fait pratiquement entre 800 et 1000 francs dans certains cas. Donc, après avoir résolu le problème, bon, entre guillemets, résolu le problème de la production, on est donc passé au problème de la commercialisation. Et ensuite, des années 2017, on a essayé d'étaler cette problématique justement sur, je veux dire, on a étalé la solution qu'on a proposée sur plusieurs autres domaines, c'est-à-dire que la production animale et la production végétale de façon générale. Donc, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que la distribution, en fait, n'était pas que la distribution B2C, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas juste de dire que tous les producteurs de produits de production animale et de production végétale devaient se retrouver à vendre directement aux producteurs, aux consommateurs final, mais il fallait donc pouvoir réfléchir et trouver, en fait, comprendre, en fait, comment est-ce qu'on fait pour faire que le producteur puisse vendre avant la récolte. Donc ça, c'était le plus grand problème à ce moment-là. Alors, après nos analyses, on a donc dû comprendre, en fait, que le meilleur deal était de pouvoir commercialiser les productions des producteurs aux entités qui ont la capacité de pouvoir donner des contrats à l'avance. Et c'est là donc maintenant qu'on est tombé sur le volet B2B, en fait, des entreprises. Donc, à ce moment, on met une plateforme farmer.cm qui permet donc aux entreprises, c'est-à-dire par exemple aux producteurs agro-industriels qui font des jus et tout, bref, qui transforment, de pouvoir s'approvisionner directement aux producteurs en quantité et en qualité. Donc, à ce moment, on teste ça. Je crois que c'était 2018 par là. Ça va jusqu'à 2019. Mais je rappelle qu'en 2019, le premier trimestre, on décide d'arrêter avec notre service de livraison de produits à domicile parce qu'au fond, il s'agissait de faire une version pilote, question de comprendre comment véritablement le e-commerce se passe. Donc, je crois que Nino et Alvin ont déjà un peu mentionné les casseroles qu'on peut avoir justement dans l'e-commerce pour ces raisons-là, en fait. Donc, alors, ce qu'on fait à ce moment, donc, c'est qu'on observe 2019 et toute l'année 2019 se passe relativement bien dans la mesure où, en fait, on a fait ressortir, on a réglé le problème. Bon, on n'a pas réglé entièrement, mais
on apporte une excellente solution au problème de l'accès à l'information. C'est-à-dire que au Cameroun, la question, c'était l'un des challenges en fait, des producteurs, c'était de dire, si j'ai ma production à vendre, où est-ce que je la mets pour qu'elle puisse avoir le maximum de visibilité? Comment est-ce que je fais pour avoir le plus facilement et le plus rapidement possible de potentiels acheteurs? Et ça, c'était dans les deux sens. C'est-à-dire que les acheteurs aussi, eux, ils recherchent les producteurs. Donc, ça, c'est essentiellement, c'est ce sur quoi on s'est vraiment focalisé en 2019, à se dire, bon, le e-commerce dans le sens de vendre et autres, peut-être on peut mettre ça en stand-by maintenant. On se focalise vraiment sur structurer la chaîne de valeur. Et c'est là dont en 2000, je crois, au deuxième trimestre 2019, que la notion de chaîne de valeur nous revient en fait. Et on se rend compte à ce moment que, je veux dire, les données qu'on a nous font comprendre clairement que on a touché la production. On s'est rendu, par exemple, compte que les producteurs en général, ils avaient le coût de production du poulet était, par exemple, 1800 francs. Et puis, le coût de vente, après, le prix de vente, en fait, était à 2000 francs en moyenne. Donc, et la question naturelle qu'on se pose, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que le producteur puisse baisser ses coûts de production? Et c'est là qu'on se rend compte que pour qu'il puisse baisser les coûts de production, il faut penser à ce qui vient avant. Donc, avant ça, c'est la fourniture des intrants. Et avant ça, c'est aussi la fourniture je veux dire, c'est la recherche. Donc, à ce moment, on comprend que le producteur a aussi besoin de s'approvisionner pour les intrants, en fait, auprès des personnes beaucoup plus, voilà, quoi, de façon à pouvoir améliorer. Bon, et pour une parenthèse, nos poussins, en grande partie, viennent de la Belgique et puis, bref, de l'Europe. Donc, du coup, on comprend qu'il y a une certaine dépendance, justement, à l'extérieur. Donc, c'est à ce moment qu'on a vraiment notre positionnement. Et ça, c'est le dernier trimestre de 2019. On a le positionnement de interconnecter toute la chaîne de valeur. Et à ce moment, on a 3 ou 4 plateformes séparées qui font ça. Et c'est de là, en fait, qu'on décide, en fait, d'avoir une seule plateforme, Django.cm, qui va être dans le moteur de recherche, qui va permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur, donc de la recherche à la production, en passant par les fournisseurs d'intrants, aux personnes qui font la transformation, en passant par les gars qui font du marketing. Donc, on essaie donc de faire une plateforme qui va permettre à toutes ces personnes de pouvoir facilement se retrouver. Donc, ça fait donc qu'à ce moment, on est dans le moteur de recherche, vraiment dans le sens pour toute la chaîne de valeur agribusiness, pour interconnecter justement toutes ces personnes-là. Et on se focalise véritablement sur l'interaction, la mise en commun de ces personnes-là, en fait. Donc, pour revenir rapidement sur la question, en fait, j'ai des green lights et des red lights. Et enfin, j'ai des propositions, des voies où je pense qu'on peut s'en sortir. Les red lights, en fait, que je vois, je crois qu'ils ont été cités déjà. Quand on a parlé de la pénétration de l'Internet, bon, bien entendu, si on a peu de personnes qui sont sur Internet, c'est évident qu'on aura beaucoup plus de challenges, quoi. Donc, on a parlé de logistique. Alvin a parlé de logistique aussi tout à l'heure. Je ne développe plus. On a la régulation, aussi développée par Alvin. Ensuite, le paiement à la livraison, bon, bien entendu, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on a arrêté le service de livraison, je crois, en 2017, par là, 2017-2018. Mais il y a aussi justement cet aspect des mentalités. Je ne sais pas s'il y avait des mentalités, l'éducation, l'adaptation, je ne sais pas trop. Je mets encore tout ça dans un truc un peu comme ça. Et je pense qu'il y a aussi le climat de l'injustice. C'est-à-dire que la réalité, c'est que si je passe une commande ici en Hollande, je suis sûr, je suis certain que si c'est une entreprise néerlandaise, par exemple, je suis certain que si le produit n'est pas bon, je suis sûr que j'aurai gain de cause. C'est-à-dire que c'est une certitude. Mais maintenant, si on est dans un environnement, je dis, on a des clients qui nous disent ça chaque semaine, hein, que si vous nous livrez un produit et qui n'est pas d'accord, je n'ai pas de frais, qui est colonel ou qui est je ne sais pas trop quoi, hein, pour pouvoir gagner le procès. Donc, il y a aussi malheureusement ça, c'est-à-dire que c'est un facteur qui est réel, c'est-à-dire qu'on n'accuse personne, mais c'est notre écosystème, il faut prendre ça en compte. Donc, les gens, s'ils ont le sentiment que la justice ne dépend pas de s'ils ont raison ou pas, c'est clair qu'ils ont un peu le sentiment de voilà, le niveau de risque, en fait, augmente, quoi. Voilà, du coup, les gens sont un peu sur le qui-vive. Donc, ça, c'est un peu les red lights, quoi, les points un peu rouges du truc. Mais je pense aussi qu'il y a de l'espoir parce que on a de plus en plus d'entrepreneurs. Je crois qu'il y a 4 ans, quand on faisait la première plateforme où on mettait du poulet en ligne, bien entendu, il y avait beaucoup plus de personnes qui disaient que qui va vendre le poulet en ligne, quoi. Ces gars sont fous, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Je veux dire, on a des gars qui vendent sur WhatsApp et tout, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a plus d'entrepreneurs. Du coup, on est plus nombreux à éduquer les gens. OK? Il y a Bussure, il y a tout. Bref, on est plus nombreux aujourd'hui à commercialiser, à essayer de vendre sur le net. Donc, et ça change progressivement les mentalités. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense qu'il y a de l'espoir.
La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a plus d'achats. Une des choses que j'ai constatées justement récemment au Cameroun, c'est que, ouais, je veux dire, d'ici en Europe, je descendais un peu avec une espèce de conception telle que je regardais un peu nos partenaires, parce que nous, on a décidé de ne plus faire du e-commerce en achetant, en vendant, nous, non. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, il y a déjà des gens qui vendent bien sur le terrain. Peut-être nous, on peut juste leur donner la possibilité d'utiliser le digital pour pouvoir vendre mieux. C'est plus intéressant pour nous parce que nous, on est calé côté digital. Donc, on n'est pas des bons vendeurs nécessairement de ces produits-là. Par contre, on peut empower ces gars pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Donc, on avait donc un peu cette vision de supermarché jusqu'à boutique, en fait, quoi. Mon dernier voyage au Cameroun m'a fait comprendre que, mais là, bon, l'opportunité, disons comme ça, est entre la boutique et le vendeur de cigarettes. C'est-à-dire que, véritablement, c'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'on fait pour pouvoir tirer le meilleur de ce truc, mais je pense définitivement qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas de chiffres. On sait combien de personnes, je veux dire, moi, j'ai des anciens employés de Django qui ont développé, qui travaillent à vendre des choses sur Facebook, je ne sais pas trop quoi. Je sais les chiffres d'affaires qu'ils font. Et c'est impressionnant. Mais qui a les chiffres? Qui sait combien est-ce qu'on vend au Cameroun sur WhatsApp, par exemple? Parce que c'est énorme. C'est en fait énorme. Je veux dire que mon point de vue, c'est énorme. C'est que ce serait intéressant qu'on ait justement les statistiques là-dessus. Donc, je pense que ça aussi, c'est un green light. C'est-à-dire que c'est un truc c'est un bon indicateur du fait que les mentalités sont en train de changer. C'est-à-dire les gens carrément envoient un Orange Money à l'avance pour justement avoir un produit là, mais c'est sur WhatsApp. Donc, on doit trouver le moyen de faire que les entreprises structurées et tout puissent, je ne sais pas voir comment, mais tirer l'avantage de ça. Ensuite, je crois donc justement que il y a ces différentes combinaisons de vente Facebook, WhatsApp et tout, ainsi de suite, qui apportent quelque chose de différent. C'est-à-dire que les gens qui multiplient. Parce que Nino disait tout à l'heure qu'on peut vendre des habits, ainsi de suite et autres. Mais on a fait un petit truc pour analyser ce qui se vend sur WhatsApp et Facebook et quels sont les types de produits. Mais c'est impressionnant, en fait, si je compare les produits alimentaires vendus il y a quoi, 3 ans ou 4 ans et ce qui se vend actuellement. C'est impressionnant. Ce n'est pas des gros chiffres, mais la croissance est plutôt intéressante, quoi. Donc, pour moi, je crois que c'est un green light. Maintenant, au niveau des propositions, je pense que je vais dire que si on me demande, si on me lève à 4 heures pour me dire comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir accélérer? C'est-à-dire que peut-être la Chine, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans ou 10 ans, comment est-ce que nous on fait pour faire ça en 5 ans? Je pense qu'un IA travailler en synergie. La logistique et la livraison de façon générale, comme disait Nino, c'est un casse-tête incroyable. Et je pense que on gagnerait grandement tous les acteurs justement à se mettre ensemble et à se dire comment est-ce qu'on fait pour que Vusu n'ait pas son système de livraison personnalisé et que Bertrand Fofé ou bien Django ait son système de livraison personnalisé et que peut-être comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça ensemble en fait, quoi. Donc je pense que travailler en synergie justement est un des aspects très importants de ce qu'on a fait et nous on voit ça aussi avec les agro-industriels ou les producteurs tout court, c'est-à-dire que on a des fois un client qui va nous dire 2 conteneurs de gingembre ou je ne sais pas trop quoi et on n'a pas on a un groupe. En fait, pour pouvoir livrer ça, il faudrait qu'on regroupe 500 producteurs, par exemple. Donc, et maintenant, si on regroupe 500 producteurs, on se rend compte que peut-être la qualité, ce n'est pas la même variété de gingembre qu'ils ont cultivé. Donc, là aussi, il y a un problème de synergie. Si les producteurs arrivent à produire en synergie, dans les mêmes temps, avec le même protocole, avec les mêmes standards, ça permet de faire vraiment beaucoup de trucs. En fait, on passe à l'économie d'échelle et c'est plus intéressant pour tout le monde. Je pense qu'il y a aussi la spécialisation qui est un aspect intéressant parce que malheureusement, je suis toujours impressionné en fait au Cameroun comment je vois une personne qui n'a pas de bureau et qui est seule, qui est toute seule, mais elle a 4 entreprises. J'ai jamais compris ce truc-là en fait. Comme moi, je suis avec Django depuis 4 ans et je veux dire, il y a une tonne d'opportunités quand on est au Cameroun, mais je bagarre tous les jours pour que toutes les idées d'autres entreprises qui me viennent, que je les repousse en fait. Parce que une entreprise déjà, pour arriver à un top niveau, à une entreprise, c'est assez challengeant. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'en se spécialisant, ça permet de faire que, par exemple, bon, pour ceux qui n'ont pas remarqué, Django travaille avec Bi, par exemple, qui fait dans la logistique un petit peu. Donc, et c'est une entreprise, on a discuté, je veux dire qu'avec lui, on se connaît, Patrick, donc on a discuté et j'ai dit, OK, moi, je veux me concentrer sur Empower les commerçants, les petits commerçants et un certain nombre de choses et je reste sur l'agroalimentaire. En tout cas, pour le moment et probablement même pour les 5 prochaines années. Donc, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va avoir le même focus sur le transport,
Alors, quand je sais qu'il y a quelqu'un en fait qui fait ça, on fait un partenariat et je sais que je suis focalisé là-dessus. Parce que j'aurais pu lancer une entreprise qui fait… J'ai pas mal d'hectares de terrain à Douala. J'aurais pu me lancer dans la production. Mais aujourd'hui, je dois avoir une plateforme. J'ai une seule obsession, d'avoir la meilleure plateforme digitale pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est ce qui m'intéresse. Donc, si je me mets aujourd'hui à me dire, mais il y a une personne là qui fait de la livraison, et puis je dis, OK, peut-être que je me lance dans la livraison. Après, demain, je vais faire un autre. Je vois qu'il y a du potentiel dans le manioc et je me lance dans le manioc. Je pense que ça, en fait, c'est ce qui fait aussi la grosse distraction, en fait. Et globalement, je pense que l'accès à l'information, c'est super. C'est vraiment le truc qu'il y a à faire. Nous tous, en fait, là, pour faire tous nos business, on doit informer nos gars. On doit former, à la fois et des deux côtés, malheureusement. Et je reviens sur le truc de start-up, comme disait Alvin, c'est que on est un peu seul au monde, hein. On va dire ça comme ça, parce que les clients ne nous comprennent pas, le gouvernement ne nous comprend pas, et on est en plein milieu là, et on essaye de battre, et bam, les gars des impôts débarquent, et puis c'est ça en fait. Donc bref, c'est un peu les voies que les issues en fait, moi je vois en fait par rapport à ça, mais je suis très optimiste par rapport au e-commerce au Cameroun. Merci Bertrand, il y a vraiment de quoi être optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, Camtel veut jouer sa partition, veut contribuer, veut aider les acteurs que vous représentez. Moi, je retiens spécialisation et le mot-clé, synergie. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est parce que hier, dans la prépa de ce webinaire, j'ai échangé de contact avec Karine qui fait du poisson, de la pisciculture aussi. C'est ça l'idéal, c'est que derrière, on mette nos énergies, nos forces ensemble pour construire cet écosystème-là. Tout est encore à faire. L'économie numérique n'est qu'à ses premiers balbutiements au niveau de notre pays et nous pouvons amplement jouer le rôle qui est le nôtre. Nous allons passer directement à la phase de prendre les questions. Il y en a plein là, des abonnés. Donc, on va prendre 2 séries de questions. Yvan? Yvan? OK. Oui, Lionel, allô? Allô? Oui, tu peux commencer avec la première série de questions. Oui, je t'entends. Oui, la première série de questions, on va commencer avec Karine. En vous entendant parler, on penserait que l'essor du commerce en ligne dépendrait plus de la crédibilité du vendeur que de la confiance. Donc, vous êtes promotrice de quel produit, s'il vous plaît? Ça, c'est la première question. La question pour Nino. De Kerawa à Niclo, y a-t-il un lien, un rapprochement? Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui se lance fraîchement en e-commerce? Pour Bertrand, le e-commerce est plus rentable en B2B ou B2C? Voici la première vague de questions. Et pour Alvin? Je crois que j'ai répondu à une question en ligne là directement. Ah, OK. Donc, Karine, tu peux commencer à répondre des questions. OK, je n'ai pas bien écouté toutes les questions, mais je pense que j'ai bien saisi quel est mon produit. C'est ça? Yvan? Pardon? Yvan, tu peux reprendre la question? Oui, je reprends la question de Karine. Karine. En vous entendant parler, on penserait que l'essor du commerce en ligne dépendrait plus de la crédibilité du vendeur que de la confiance. De quel produit êtes-vous la promotrice, s'il vous plaît? Okay. C'est ça la question. Merci. Alors, peut-être que vous ne m'avez pas bien saisi. Lorsqu'on parle de la crédibilité du vendeur, ce n'est pas du vendeur. Le vendeur est peut-être par hasard ou alors par affinité pour je parle de la crédibilité de l'entrepreneur qui fait ce travail-là. Vous
ne pouvez pas tourner votre produit derrière la maison de maman et prétendre challenger avec un produit qui est dans un environnement qui respecte les règles d'hygiène ou alors toutes les conditions qui peuvent mieux garantir la santé du consommateur. Donc, voilà où la crédibilité de l'entrepreneur, quand je dis la crédibilité de l'entrepreneur, est-ce qu'il a vraiment des locaux adaptés à ce que produit fait dans des normes et des qualités, je veux dire, internationales, pourquoi pas. Alors, je suis déjà, vous le savez, président national, je suis un acteur de la société civile, mais l'idée derrière, je vais dire, ce qui m'a animé profondément derrière, c'était de faire la promotion des produits locaux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le dis sans langue de bois, moi-même, je commercialise tous les produits du réseau Asenia. Donc, tous ces produits des marques construites, des marques créées, déjà sous le label même de l'association Asenia, c'est-à-dire des entrepreneurs qui sont venus juste avant un produit sans marque, que nous avons essayé de comprendre et travailler sur votre marque, sur le branding. C'est pourquoi nous sommes avec le jeune CEO Jean-Pierre Mbanga qui le branding de nos produits locaux. Alors, donc, voilà déjà, c'est un point dont je vais dire un des produits, l'un des produits que je peux dire que je travaille dessus. Commercialiste. Et en tant que producteur, voilà. Et en tant que producteur, moi-même, je produis du poisson et demain, je sais que je vais le transformer, peut-être avec des collaborations avec des entrepreneurs déjà qui font dans la transformation des produits locaux. Mais moi-même, j'ai voulu comprendre pourquoi les Camerounais ne s'appesantissent pas sur la production locale. Parce que c'est ça le problème. Les Camerounais ne savent pas que le coût de production aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de matières premières. Et quand il n'y a pas de matières premières, on va transformer quoi? On sera obligé de transformer 2-3 produits et on va les mettre à hors de prix. Alors que si on a vraiment la production locale, ces produits qui coûtent 10 000 produits demain coûteront 2 000 francs CFA. C'est de ça qu'il est question. Donc, il y a tout un grand enjeu là derrière. De me demander qu'est-ce que je produis. Voilà. Et je ne vais pas terminer sans dire que j'ai lancé un projet de distribution de ces produits B2B, je vais dire comme ça, avec ceux qui me connaissent déjà dans mon réseau, qui ont confiance à ce que je leur dis, à ce que je propose par rapport aux produits locaux, par rapport aux marques camerounaises. Et ce projet s'appelle simplement Andéline. OK. Je pense que l'internaute a bien saisi et a bien compris les éclaircies de Karine. Maintenant, passons à Nino pour sa réponse à sa question. Okay. La question était de Kerawa à Aniklo. Quel rapport de mémoire et quels sont les conseils que je pourrais donner à un jeune qui peut se lancer dans l'e-commerce? Alors, disons qu'il y a quand même beaucoup de similitudes puisque dans les deux cas, c'est des plateformes en ligne et que derrière le back-office, c'est très souvent WhatsApp. C'est à peu près la même chose. C'est vrai que Kerawa, c'était plus la petite annonce. Donc, c'était une marketplace où tout le monde pouvait venir mettre sa propre annonce. Je loue une maison, je vends une voiture, je vends un ordinateur, je propose un service. C'était plus ça Kerawa. Aniklo, c'est plus moi qui échange directement avec les clients qui souhaitent avoir un mobilier donné. Nous avons un catalogue déjà présent sur le site. On a plus de 100 produits à peu près. Mais culturellement, les gens sont habitués en général à demander eux-mêmes le meuble qu'ils souhaitent à leur propre dimension avec le bois qu'ils souhaitent. Et donc, on échange avec eux et on leur fabrique leur meuble. Donc, on est essentiellement un site de fabrication à la commande. Nous ne fabriquons pas pour stocker. Nous fabriquons uniquement quand il y a une commande client. Et derrière, moi, je regroupe aujourd'hui à peu près une dizaine d'artisans menuisiers. Donc, il y en a qui sont menuisiers, il y en a qui font dans l'ébénisterie, il y en a qui font dans la tapisserie. Il y a même ceux qui font du rotin. Donc, on travaille tous ensemble parce que je leur ai expliqué le projet. Là, dans Kerawa, on était plus une plateforme où je n'échangeais pas directement par rapport à leur cœur de métier avec les gens qui venaient poster sur la plateforme. Ici, j'ai choisi un secteur spécifique qui est le meuble et je fais plus du support, de l'accompagnement, on va dire commercial, SAV. On intervient auprès du client, on essaie de faire du chiffrage. Donc, il y a une partie étude en amont qui est souvent difficile à faire par les artisans. Je pense que certains ou beaucoup de gens ont déjà eu des expériences plus ou moins malheureuses avec des artisans qui vous ont dit « je peux vous faire tel meuble
à 100 000 francs et après, il vous dit que vous allez devoir compléter l'argent. Parce qu'en fait, évaluer financièrement comment va coûter un meuble, ce n'est pas un mince travail. C'est une vraie compétence qui n'est pas facile. Le prix du bois fluctue sur le marché, c'est jamais le même. Le prix des matériaux fluctue. Par rapport au délai de livraison, Eneo ne nous aide pas toujours. Donc, je ne sais pas si on peut dire Eneo, mais bon, c'est le cas. Donc, voilà. Mais à côté de ça, les processus digitaux sont extrêmement similaires de toute façon. Donc, quand vous êtes en ligne, vous allez faire un peu de community management, vous aurez des informaticiens pour la plateforme web, vous allez faire des campagnes Facebook, vous allez faire des campagnes SMS. Bon, voilà. Ça reste assez similaire. Et donc, si je devais donner un conseil à un jeune qui veut se lancer dans l'e-commerce, c'est vraiment lancez-vous. C'est lance-toi. On apprend à marcher en se levant, en marchant, en tombant, en se relevant, en remarchant, en tombant, etc. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. On n'a pas besoin. Excuse-moi, oui, je ne voulais pas te couper, Nino, mais on n'a pas besoin d'un business plan totalement précis sur les 10 prochaines années pour pouvoir commencer. Et c'est souvent ce que je pense, c'est souvent le frein qu'on a. Beaucoup croient qu'il faut une étude très poussée. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est voilà, on va sur le terrain, on essaye, on teste, try and fail, et un jour tu vas succeed, quoi. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Et j'aurais dit, il ne faut pas trop focaliser aussi dès le début sur le financement, parce que je vois beaucoup de jeunes à qui je parle qui me disent, mais la banque ne me donne pas d'argent, la banque ne me donne pas d'argent. Oui, la banque ne vous donnera pas d'argent au début, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, c'est normal. Elle ne va pas vous donner d'argent. Malheureusement, ce n'est pas le rôle des banques de faire confiance à des business risqués. C'est plus le rôle d'autres entités qui, chez nous, malheureusement, sont encore très peu développées. Donc, tout ce qui est business angel, tout ce qui est capital risque, ça existe encore très peu. Et donc, ne comptez pas sur la banque, comptez sur la famille, les amis, des choses comme ça. Et plus tard, quand vous serez développé, de toute façon, vous irez à la banque ou alors la banque va vous appeler pour vous dire « J'ai entendu que vous vendez beaucoup, j'ai de l'argent à vous prêter. » Voilà, c'est comme ça que, en gros, et je caricature beaucoup, c'est vrai, c'est un peu comme ça que les banques fonctionnent. Mais il faut juste le savoir, c'est une donnée. Pour moi, c'est juste une donnée. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut discuter et dire « elle devrait fonctionner autrement », etc. parce que ce ne sera pas le cas. C'est à l'entrepreneur de s'adapter à son écosystème. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'écosystème qui s'adapte à l'entrepreneur. Donc, voilà. Donc, et il faut beaucoup de courage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cycles sont un peu plus longs chez nous. Donc, quelque chose que vous avez lu en ligne, parce qu'on est très souvent enthousiasmé, parce qu'on a lu qui s'est passé au Kenya ou aux États-Unis ou en France, bah, quelque chose qui a pris 1 mois là-bas ou 2 mois, ça pourrait vous prendre 3 fois plus de temps ici. Il faut être préparé à ça psychologiquement, ce n'est pas facile. Exactement, exactement. OK, j'espère que l'internaute qui a posé la question a été assez édifié. Bertrand. Ouais, la question, c'est de savoir oui, comment est-ce que c'est plus rentable B2B ou B2C, c'est ça? Je crois bien. Oui, donc, ouais, je pense que ça dépend de l'entrepreneur ou bien de l'entreprise parce que si j'ai un contrat, avec le plus grand supermarché du Pays-Bas et j'arrive au Cameroun, c'est évident que faire un contrat avec l'entreprise qui produit, avec une entreprise qui a 50 hectares d'un produit spécifique au Cameroun, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que, donc, ça dépend dans ce cas de mon réseau. C'est-à-dire que si je peux faire du B de ce côté et B de l'autre côté, en fonction du réseau que j'ai, c'est super. Par contre, si en tant qu'entreprise ou en tant que personne, j'ai les numéros de téléphone de tous les foyers de Bonamou Sadi, ça devient autre chose. Ça devient beaucoup plus intéressant pour moi de me lancer dans du B2C. Parce que ça dit que si j'ai d'une façon ou d'une autre le moyen d'entrer dans 10 000 foyers à Douala et que je veux lancer mon business, je crois que c'est plus intéressant de faire du B2C. Parce qu'à la fin, le terme rentabilité, c'est ce qui reste entre l'investissement et ce qu'on a gagné. Donc, c'est pourquoi il faut toujours, en fait, c'est ce que je dis aussi régulièrement, c'est qu'il faut partir de ce qu'on a en général. C'est-à-dire que, parce que si je veux
lancer mon entreprise, si je veux devenir architecte, et je ne suis pas architecte, si je veux faire une entreprise qui va construire les maisons, et je ne fais rien dans tout ce qui est lié à la construction, même pas la gestion de projet, c'est clair que je vais payer tout. Je veux dire, mon investissement va être un peu plus grand, quoi. Donc, je n'ai pas de Voilà, réponse droite tirée de B2B et clairement. plus intéressant. Moi-même, c'est même lié à votre capacité à vendre. Il y a des personnes, vous pouvez être un portfolio, vous avez un network qui est plus orienté B2B, vous parlez plus dans ce sens-là, mais peut-être que vous ne pouvez pas nécessairement vendre un produit public. Donc, voilà. Donc, c'est plus. En fait, la réponse est dans le miroir. Exactement. La Exactement. réponse est dans le miroir. Voilà. J'espère OK. que j'ai. OK. Yvan? Allume ton micro, Yvan. Est-ce qu'il m'entend? Oui, allô? Oui, on prend une dernière question, une série de questions. Bon, il y a une question pour Alvin. Pourquoi les prix pratiqués sont-ils largement supérieurs à ceux du secteur? Lorsqu'aujourd'hui, on a un kilo qui varie entre 8 et 15 euros, grand maximum, vu sur et à 15 000 francs CFA. OK. Donc, je vois que c'est sûrement un client ou un prospect qui a posé cette question parce qu'elle est assez précise. Ma réponse aussi est très précise. Je pense que quand on est entrepreneur, il faut savoir à quel niveau on veut se situer, à quel niveau de perfection, à quel niveau d'excellence on veut se situer. Et nous, chez Vusu, nous avons décidé de se situer vraiment à un niveau de performance 100% en termes de relations clients, en fait. Donc, chez nous, le client est roi. On répond aux clients par tous les canaux, Facebook, WhatsApp, le site, Internet, téléphone. Et donc, ça nécessite une équipe solide, en fait, une équipe solide. Donc, vous allez voir aujourd'hui beaucoup de facilitateurs qui se lancent en se disant, mais Vusu est cher, attendez, moi, je vais faire la même chose à moindre coût. Et croyez-moi, ils se cassent beaucoup la figure. Ils se cassent fréquemment la figure parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'asseoir à deux là et tout gérer et suivre toutes les commandes et répondre aux moindres exigences des clients. Donc voilà, Vusu est cher simplement parce que nous avons à cœur de vous apporter la meilleure expérience qui soit. Et laissez-moi vous dire en fait que généralement, on a pas mal de clients qui partent, hein, mais qui reviennent en courant en nous disant « Ouh là 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 là, on a testé ailleurs, c'était la catastrophe, on n'a même pas reçu notre colis, ou bien on a appelé pendant des jours, on ne décrochait pas, ou bien on écrivait sur WhatsApp, on n'avait aucune réponse, les mails pareil, aucune réactivité. » On revient chez vous parce qu'effectivement, on comprend que chez vous, vous êtes à l'écoute, on est notifié à chaque seconde sur l'évolution de nos commandes, aussi bien par SMS que par mail. On a des clients disponibles. Bref, tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Moi, je peux pas, voilà, on ne peut pas se lever et faire les choses à moitié. Donc, chez nous, on a vraiment décidé de faire les choses à 100%. Et c'est très coûteux. Et derrière, malheureusement, donc, les clients doivent payer un peu plus pour cette superbe qualité de service. Donc, OK. si c'était à refaire, je referais la même chose. On a décidé de viser vraiment haut. Et malheureusement, voilà. Mais de temps en temps, on fait des rabais. Hein. Il faut être à l'écoute. Il y a des rabais. Là, il y a le Black Friday là, qui sera vendredi avec de grosses promotions sur les sites. Vusu aussi va faire une promotion. Donc, il faut rester connecté. On a des rabais fidélité aussi. Voilà. Plus tu commandes, plus tu as des prix forfaitaires plus avantageux. Voilà, on a pas mal de rabais. Donc, connectez-vous, essayez d'être à l'affût et vous allez voir que vous allez trouver votre compte chez nous. Je pense que c'est voilà qui est bien dit et qui est clair. Yvan, la question de Karine. Une autre question pour Bertrand. OK, Bertrand, plutôt, oui. Quel est le plus et de passer par Djangolo? Donc, quel est l'avantage de passer par Djangolo? En tant que. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce que nous, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le premier problème qu'on veut régler, c'est le problème de l'accès à l'information. Pardon, l'accès à l'information.
avec pour finalité de maximiser l'opportunité, de permettre aux gens de saisir l'opportunité. Donc, peu importe l'angle à partir duquel en fait on se tient, je dis, si vous êtes par exemple un vendeur d'intrants, si vous vendez des poussins à des producteurs, l'intérêt de passer par Django, c'est qu'en 1 minute, vous avez la liste de tous les vendeurs, des acheteurs de poulets, par exemple, de poussins, pardon, sur notre plateforme, soit online, soit en nous contactant par WhatsApp. Donc, si maintenant vous êtes un producteur de poulets et vous souhaitez commercialiser vos poulets, donc justement, Django, c'est la plateforme qui vous permet le plus rapidement possible de trouver les potentiels acheteurs. Donc, en un mot, je dirais que c'est le gain de temps. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, vous pouvez trouver en fait ça. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui se passent sur WhatsApp. Bon, on est tous dans les groupes. Quelqu'un va mettre je vends mon poulet, je suis à Douala, voilà. Et puis ensuite, il y a 80 000 personnes qui vont publier. Et voilà, donc tout ça, il fallait un peu structurer ça et aussi permettre, parce qu'il y a aussi des gens qui, avoir l'information, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de dire que si j'ai un fournisseur, bon, quand que je sois vendeur ou acheteur, si j'ai un fournisseur, je veux aussi être rassuré que ce fournisseur, je peux faire confiance à ce fournisseur. Et donc, c'est dans ce sens qu'on a justement lancé, bon, on a officieusement, on a lancé la centrale d'achat qui permet en fait, à toutes les personnes qui viennent vers nous habituellement, nous dit, bon, voilà, on a les producteurs, je voudrais acheter, je sais pas moi, 10 conteneurs de manioc par mois, avoir un contrat comme celui-là, mais je n'ai pas le temps d'aller rechercher sur la plateforme quels sont les producteurs, quels sont ceux. Non. Je veux juste vous dire, je veux 10 conteneurs par mois et vous vous occupez du reste. Donc, côté logistique, côté validation de la qualité, côté validation du fournisseur, itinéraire et tout ça, et validation du bio et tout le reste. Donc, ça, c'est ce que nous on fait. Donc, en gros, on apporte justement cette célérité. L'avantage, c'est de gagner en temps. Parce que, au risque de me tromper, je crois qu'il n'y a pas de plateforme qui apporte la vitesse que nous avons pour le moment. Et deuxièmement, on est en train de rajouter cette petite couche de sécurité-là. Parce que comme j'étais au Cameroun justement récemment, en fait, il y a encore quelques jours, on prend vraiment le temps d'aller dans chacune des productions, dans chaque espace d'élevage, puis chaque produit, on essaie de trouver des personnes qui sont certifiées, on se rassure que c'est de véritables entreprises, ainsi de suite. Donc, je pense à partir du 15 décembre, si je ne me trompe pas, au plus tard le 1er janvier, on aura des espèces de badges sur le site Internet qui vont permettre justement aux gens de savoir que telle entreprise est une entreprise véritable et telle autre, c'est juste bon, un producteur qui a dit qu'il a ses 10 porcs qui produit et puis voilà, quoi. Donc oui, c'est ce qu'on apporte un peu en termes de… C'est la plus-value en fait qu'on apporte aujourd'hui. OK. Merci Bertrand. On voit bien qu'il y a une plus-value à être ce Djangolo. Donc, allez-y, courez. OK, Yvan. D'accord. Oui, Yvan. Oui, allô? Lionel, c'est bon pour les questions? Oui, oui. Ouais. J'ai pas une autre vague OK. de questions. J'ai une question ici pour Nino. Oui. J'ai une question pour Nino. Après la chute de Kerawa, avez-vous pensé à totalement vous reconvertir? C'est-à-dire, par exemple, devenir pasteur ou je ne sais pas quoi. De quoi Ça on marche parle. bien, ça. C'est le plus grand Ça, c'est pas faux. entrepreneur. Quand je vois reconversion. Comment dire, je ne sais pas, peut-être pour la personne précise ce qu'il entend par reconversion. Parce Peut-être que partir dans le privé. peut-être devenir salarié, ce serait ça? Voilà. Oui. C'est que moi, peut-être changer Ouais. Le secteur. de secteur d'activité. Peut-être que je comprends bien. Oui, je vois en fait, beaucoup de personnes voient le numérique comme un secteur d'activité. Moi, honnêtement, je ne suis pas sûr que… Alors, je vais donner un exemple. Quand vous êtes pharmacien et que vous faites un peu de vente en ligne ou de livraison de médicaments, est-ce que vous n'êtes plus pharmacien? Quand vous êtes médecin et que vous faites de la consultation à distance, est-ce que vous êtes plus médecin? Est-ce que vous êtes dans le même secteur que celui qui fait l'habillement en ligne? Moi, je
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a toujours des zones de convergence, mais vos secteurs restent intrinsèquement différents. Hier, je faisais la petite annonce un peu générique. Aujourd'hui, je suis plus dans le mobilier, c'est-à-dire que je passe mon temps à parler de bois, de dimensions de chaises, 2 places, 3 places, enfin, je ne parle pas du tout des mêmes choses. Donc, 60% de mon temps, c'est de parler de la technique du bois avec les menuisiers, de comment est-ce qu'on peut optimiser les choses, quand est-ce qu'on va livrer, est-ce que c'est bien chiffré, le prix du bois sera combien, etc. La partie numérique n'est que la partie commerciale client, en fait. Même pas la partie commerciale fournisseur, puisque les menuisiers ne fonctionnent pas par Internet. Hein, c'est un peu compliqué. Il faut aller les voir physiquement. Donc, cette partie-là, c'est 30% de mon temps. Du coup, pour moi, c'est vraiment une reconversion que j'ai faite, d'ailleurs, puisque le travail est totalement différent. Par contre, le canal de vente, peut-être, reste numérique. Parce que c'est celui qui me paraît… Oui, ça reste le même. Celui qui me paraît adapté par rapport à la clientèle que je cherche. Voilà. Et je pense que je vais aller un peu dans le sens de ce qu'Alvin a dit tout à l'heure. Ça dépend de où est-ce qu'on veut se situer au niveau de la clientèle. Voilà. Les clients que je vise, je pense que 90% d'entre eux sont connectés à Internet. Donc, voilà, il paraît logique d'être sur Internet. Mais pour moi, c'est vraiment une reconversion. Il y a beaucoup de choses en back-office qu'on ne voit pas nécessairement et que je ne fais plus, ou je ne suis plus responsable de ça, ou je ne fais plus de la même façon. OK. OK. Merci. Je pense qu'il a été édifié. La dernière question, elle est pour Karine Andela. OK. Karine, tu me suis? Je crois qu'elle a coupé vidéo et son. Et son, oui. Parce que là, on va passer au mot de la fin. Peut-être elle répondra à sa question quand elle prendra son mot de la fin. Donc, j'aimerais donc faire un dernier tour de table pour prendre vos impressions par rapport à ce webinaire, par rapport à la thématique et par rapport à vos ententes sur demain. OK, Karine est là. Donc, Karine, il y avait une question pour toi et j'introduisais déjà le mot de la fin. Donc, je poserai la question et après, tu vas enchaîner avec ton mot de la fin. OK. La personne a demandé, tu as parlé de confiance. Y a-t-il un partenariat entre Asenia et l'ANOR? Tu as entendu? Non, là, je n'ai pas entendu. Y a-t-il un partenariat entre Asenia et l'ANOR? C'est en cours, un peu comme nous avons eu un partenariat avec l'ANACOM, qui est le laboratoire d'analyse des produits. L'ANOR nous a conviés il y a quelques temps pour une série de formations, déjà des femmes du réseau. Et donc, voilà, donc nous sommes en train de travailler et ce partenariat, je pense que ça serait officiel. OK. Maintenant, ton mot de la fin, tes impressions par rapport au webinaire, tes attentes? Je vais dire comment, les attentes sont grandes, comme j'ai dit. Déjà, il faut organiser le secteur, se mettre ensemble. Et à cela, que chacun vraiment mette je vais dire comment, son intelligence, son réseautage même au service de la construction de cet écosystème. C'est vrai, j'ai suivi la majorité des panélistes parler plus pour l'État. L'État, c'est vrai, ça a un grand rôle. Mais je me dis souvent, si j'avais voulu attendre l'État, si les jeunes avec lesquels on a commencé cette aventure de promouvoir les produits locaux, si nous avions attendu l'État, croyez-moi, on ne serait même pas au niveau où nous sommes aujourd'hui. Nous savons que nous avons inspiré et motivé beaucoup de personnes qui étaient même déjà sur le terrain 10 ans, 20 ans avant. Et croyez-moi, ce n'est pas facile, mais il faut commencer quelque part. Il faut se motiver, ça c'est sûr. Il faut se mettre ensemble. La synergie, j'ai aussi compris ce point-là sur le mot synergie qui est très essentiel.
surtout nous les Camerounais, nous n'aimons pas travailler ensemble. Tous ces secteurs-là, que ce soit ceux de Bertrand, Nino ou alors Alvin, je pense qu'ensemble, on peut créer véritablement un vrai écosystème et chacun dans son maillon et la force, je pense que c'est comme ça qu'on obtient un résultat plus concret, plus impactant même pour la société. Allô? OK. Merci Karine. On t'a entendu. Merci pour le mot, ton mot de la fin. Synergie Voilà. restera donc un des mots-clés de ce webinaire. Alvin? Oui, vraiment encore merci beaucoup à Camtel et à toi, Lionel, d'avoir organisé tout ceci. Ça fait toujours plaisir, en fait, de pouvoir échanger avec nos confrères, nos confrères et aussi de pouvoir partager un peu ce que l'on vit tous les jours avec les potentiels clients et voilà, tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être se lancer aussi. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment comme Karine aussi, le mot synergie. C'est que moi, quand je peux discuter justement avec Bertrand de Djangolo, avec Nino, avec Karine, je me dis, voilà, il faut plus qu'on reste dans notre coin. C'est ça le problème de l'entrepreneur souvent, c'est qu'on fait les choses comme ça, on est focus sur l'opérationnel, on oublie justement de chercher des alliés, on oublie de se mettre en collaboration avec justement avec ceux qui ont peut-être les mêmes batailles que nous. Comme on dit, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on pourra aller vraiment beaucoup plus loin et toucher peut-être d'autres personnes, toucher peut-être le gouvernement et autres. Donc j'encourage beaucoup ce genre d'initiative et j'espère que ce ne sera pas la dernière occasion de pouvoir échanger ensemble. J'espère qu'il y aura une suite derrière tout cela. Merci encore. Merci Alvin d'avoir été présente comme Karine Andela. Ce n'est qu'un début, il y aura forcément une suite. On gérera ça en bac, que la concurrence n'écoute pas. OK, Nino, ton mot de la fin. OK. Alors, mon mot de la fin, je vais dire merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi pour ce webinaire. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je m'étais dit je ne participerai plus à tout ce qui est digital, machin, tout ça. Mais bon, c'est vrai que quand il faut faire des retours d'expérience, déjà, je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment en général. Je suis toujours partant en général pour pouvoir échanger sur mon expérience propre et écouter l'expérience des autres et surtout partager cette expérience avec d'autres personnes. Parce que je ne trouve rien de plus dommage que ayant emprunté un chemin et m'étant brûlé, que ceux qui viennent derrière moi se brûlent aussi. C'est un peu dommage. Effectivement. Maintenant, je vais quand même, pour ne pas rester totalement politiquement correct, parce que sinon, ce ne serait pas un bon webinaire, je pense, dire que Camtel, quand même, par rapport à tout ce qui est e-commerce, a un grand rôle à jouer, notamment dans la fourniture d'Internet. Hein, ce n'est pas un petit service. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression comme ça. Ça ressemble un peu, j'ai envie de dire, à de l'huile moteur. Voilà. C'est-à-dire que la fourniture d'Internet, c'est comme l'huile moteur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais quand il n'y en a pas dans le moteur, le moteur se casse. Et donc, aujourd'hui, les jeunes startups, les jeunes entrepreneurs, les jeunes tout court ont besoin de pouvoir accéder à Internet pas cher. Si ça peut être par de la fibre optique, c'est encore mieux. Je sais que la fibre optique de Camtel n'est pas très chère. Par contre, ce serait bien si ça pouvait être très stable. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pour ne pas être politiquement correct partout. Mais sinon, comme Alvin a dit, j'espère qu'il y aura une suite. C'est vrai qu'on a tendance à travailler en vase clos et c'est un peu dommage, mais il faut dire que les contraintes quotidiennes sont tellement nombreuses qu'on aimerait bien avoir des journées de 40 heures. Mais malheureusement, à peine on lève la tête, là, il est déjà 17h30, il va être 18h, il va bientôt faire nuit. On aura encore quelques heures de travail pour certains, mais après, on va être totalement cramé et on n'aura pas fait la moitié de ce qu'on s'était juré de faire de la journée. C'est malheureusement souvent mon cas. Donc, voilà. Donc, en fait, on compte sur toi, Lionel, concrètement. Pour fédérer tout ça. Voilà. L'initiative à l'onction de Madame le directeur général, je pense que si elle a permis
que nous puissions faire ces webinaires depuis juillet. Nous sommes à la 11e édition, comme je le disais. Ce n'est pas anodin. Il y aura forcément une suite. Et c'est ensemble qu'on est plus fort. Travailler avec Aniclo d'un côté, Vue d'un côté, Django d'un côté, Assignan d'un côté, c'est aussi un peu difficile. Comme tu le dis si bien, une journée, ce n'est que 24 heures. 24 heures, ce n'est pas toujours évident. Alors, en se mettant tous ensemble, on optimise, on obtient plus facilement des résultats. Du moins, on a plus d'énergie à combattre ensemble. Donc, le meilleur est à venir. Bertrand? Ouais. Disons que pour moi, côté impression, je dis c'est très positif. Je crois que c'est le... J'ai regardé deux des webinaires précédents, je crois. Et je pense que dans la continuité, c'est plutôt intéressant. J'aime bien. C'est plutôt... et les thématiques aussi sont bien centrées et tout. Je pense aussi que la vision et la logique qui a, en tout cas telle que présentée par Lionel, hein, je crois que c'est... Il y a du bon là-dedans. Maintenant, comme dans toutes les choses qu'on fait au pays, il faut vraiment qu'on y aille jusqu'au bout. Voilà. Quand j'étais habillé ce soir. Donc, ouais, je trouve vraiment super. Et je crois que aussi le panel d'aujourd'hui était plutôt intéressant, définitivement. J'ai appris aussi pas mal de choses. Oui, côté synergie, je crois que j'ai déjà mentionné synergie avant. Côté synergie, effectivement, j'en profite un peu du merci à Nino parce que c'est lui qui de temps à autre me met dans quelques groupes au niveau du Cameroun là. Ça me permet d'avoir un peu la chaleur tropicale. C'est magnifique. Donc, je pense effectivement que oui, c'est une bonne initiative. Maintenant, côté attendre, je crois que Nino m'a un peu dévancé là par rapport à... Mais je vais dire un seul mot, c'est Internet, quoi. Internet, un seul mot. Ouais. Et je t'appuie un peu en disant que il y a l'Internet du bureau. C'est-à-dire que nous, en tant que start-up, l'Internet, c'est l'air. Donc, ça fait 4 ans que je gère Django à distance. C'est la première fois que je fasse 2 mois continus sur place au pays. Donc, c'est pour dire en fait que s'il n'y a pas de net, c'est mort. Voilà. Et je crois qu'entre toi et moi, on sait ce qu'il y a en suspens entre temps. Ouais. Oui, c'est sûr. Pour nous, c'est... Même Nino aussi, hein. Voilà. À la limite, ça vient avant l'air qu'on respire, quoi. Exact. Donc, exact. La deuxième des choses, c'est que on a aussi, si on parle de e-commerce aujourd'hui, ça veut dire que le net aussi pour nos utilisateurs, c'est la base. C'est-à-dire que si on est en train de parler de e-commerce, sans Internet, pour nos clients, en fait, ça ne sert à rien. Donc maintenant, en revenant sur le côté particulier de Camtel, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. C'est-à-dire que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de dire, parce qu'il y a ce truc qu'on a fait, je crois que le Pays-Bas, à un moment, a fait ça pour certains trucs, et je crois même que Facebook a ce truc au Cameroun. Je ne sais pas comment c'est implémenté, mais je pense, par exemple, à une approche de dire que un certain nombre de plateformes validées sur un certain critère, je ne sais pas trop quoi, on peut faire que les personnes qui accèdent à ce type à cette plateforme-là n'aient pas besoin de... Je vais te censurer ici pour que l'idée là ne soit pas divulguée. Bon, je ne sais pas, mais je vais dire... J'ai bien compris. J'ai bien compris. Cette idée-là, on l'a évoquée en off dans le webinaire où tu avais Dicalo qui était présent, Voï TV et Afrique. Donc, peut-être c'est parce que justement, nous sommes dans un groupe avec Dicalo et le reste et on en a déjà discuté longuement. On va en parler en off pour que la concurrence ne copie pas. Donc, je pense qu'effectivement, la meilleure chose que Camtel peut faire, c'est de penser à des approches pour pouvoir permettre aux startups d'avoir accès à Internet facilement et en termes de qualité aussi. Et de l'autre côté, de comment est-ce qu'on fait pour qu'on passe de, c'était quoi, 25% à 30% de pénétration et que ce soit aussi accessible du côté de nos consommateurs, quoi. Donc, ce sera tout pour moi et merci bien encore. C'est un plaisir d'être avec tous. OK. Merci à vous. Merci Alvin. Merci Karine. Merci Nino. Merci Bertrand. Comme je disais, c'est pas fini. Cédric n'a pas pu nous rejoindre. On va continuer. Oui, Cédric, apparemment, il avait une grosse réunion avec un gros investisseur.
J'espère qu'il y aura une bonne nouvelle bientôt sur les réseaux sociaux. Voilà. Cash Up. Et il y aura un webinaire spécial FinTech qui arrive, donc il sera forcément sur ce panel. Alvin sait aussi qui, proche d'elle, sera sur ce panel aussi. On n'en dira pas plus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et on continue. La construction du digital au Cameroun, c'est notre affaire à tous. Un seul mot, synergie, unité, solidarité. Merci à vous à tous qui nous ont suivis. See you next time. Merci Lionel, au revoir. Bye bye.